trouver des solutions permanentes et satisfaisantes. Il ne faut pas oublier que certaines de ces matières restent actives pendant une dizaine de milliers d'années. Alors, où les enfouir? Les experts étudient actuellement les dépôts de roches cristallines, comme il s'en trouve dans le Vermont, entre autres. D'ailleurs, les Américains ayant déjà désigné des sites d'enfouissement possibles de déchets nucléaires près de la frontière canadienne. Les résidents du Vermont et des cantons de l'Est s'y opposent violemment. On va mieux comprendre pourquoi en voyant le reportage qui suit, fait par une équipe du Point. Les déchets de l'industrie nucléaire sont les plus terrifiants que l'homme ait jamais créés. Incolores, inodores, impalpables, leurs effets sur l'être humain et l'environnement, quand exposés à leur radiation, entraînent à plus ou moins long terme une mort certaine. Parmi les plus dangereux et aussi les plus encombrants se trouvent les barres d'uranium qui servent de combustible dans les réacteurs nucléaires. Ces grands tubes de métal remplis de pastilles d'uranium doivent être régulièrement remplacés. C'est à sa sortie du réacteur que le combustible est le plus dangereux. Quelques secondes d'exposition par accident seraient mortelles. Il faut donc prendre 1001 précautions pour transporter ces barres d'uranium. Un caisson comme celui-ci pèse 50 à 60 tonnes et a été construit pour résister à tous les chocs. Jusqu'à maintenant, on a entreposé les déchets temporairement dans des piscines d'eau déminéralisée, comme c'est le cas à Morris Site dans l'Illinois, un site d'entreposage de la compagnie General Electric. L'eau ne laissant pas filtrer la radioactivité sert d'écran protecteur en même temps qu'elle refroidit le combustible. Avec l'expansion de cette industrie, les barres d'uranium se sont évidemment multipliées. Dans une dizaine d'années, Morris Site aura atteint sa pleine capacité. Ailleurs aux États-Unis, plusieurs piscines sont déjà pleines. On a même changé les normes pour arriver à entasser un plus grand nombre de barres d'uranium. On prévoit que d'ici l'an 2000, les États-Unis auront accumulé près d'1 million de pieds carrés de combustible nucléaire ayant servi à des fins commerciales. Ça ne tient pas compte des déchets nucléaires militaires. Il est donc non seulement nécessaire, mais urgent de trouver une solution permanente à ce problème. Mais cette solution doit être à très long terme, puisque certaines matières demeureront radioactives pendant près de 10 000 ans. On a d'abord adopté le principe. Les déchets seront enfouis à quelques 2000 pieds de profondeur dans le roc. Après 4 ans de débats, le Congrès américain adopte en 1982 le Nuclear Waste Policy Act, qui détermine un échéancier très précis. 2 sites seront choisis, un dans l'ouest, dont l'emplacement devrait être annoncé dès 1990, et un autre dans l'est. Dans ce dernier cas, on en est encore à étudier quelques 236 sites différents dans 17 États. Une vingtaine sont situés à quelques kilomètres des frontières canadiennes. En novembre prochain, on réduira à 15 le nombre des sites sur lesquels on se concentrera pendant une dizaine d'années avant d'en choisir un. Pour Brian Quirk du département d'énergie américain, les critères sont les suivants. Se tenir éloigné des régions densément peuplées, des failles sismiques et chercher une roche étanche et stable. It's primarily granite. The rock structure itself has to serve as the final barrier, and so we're looking for particularly good rocks like this granite rock because it is tightly grained and won't allow this radioactive material to rise to the environment where it can affect man and the environment. Le désert du Nevada, terrain par excellence de l'armée américaine et de l'industrie nucléaire pour toutes sortes de tests et d'expériences. Climax est une mine de granit où l'on a étudié pendant 3 ans la résistance de la roche cristalline. De l'extérieur, l'endroit ressemble davantage à un chantier de construction. Descendu à 1400 pieds sous terre, on se retrouve dans un vrai cimetière de déchets nucléaires, cimetière qui devra demeurer intact pour les 10 000 prochaines années. Transportées sur rail, les barres d'uranium sont ensuite descendues dans un cylindre au fond de la mine et entreposées dans les trous creusés dans le roc. Climax a voulu vérifier la résistance du granit à la chaleur en y entreposant de vraies barres d'uranium et aussi des radiateurs électriques. Bien que l'on soit satisfait de la performance du roc, l'eau est toujours un problème. Comme on le voit sur cette plaque rouillée, l'eau pourrait endommager les contenants, provoquer une fuite et amener la radioactivité à la surface.
Même en plein désert du Nevada, où la moyenne annuelle de précipitations de pluie est de quelques 100 mm, il est impossible d'affirmer que le granit est parfaitement étanche. En tant que géologue, comment pouvez-vous garantir que le granit peut servir de site permanent? Je crois que l'on doit faire des tests sur chaque site envisagé. C'est une priorité. On ne peut pas s'en tenir à des études théoriques. On doit faire des études sur le terrain. Les recherches ici ont duré 3 ans, mais on songe à un site d'enfouissement pour les 10 000 prochaines années. Comment peut-on se baser sur une étude de 3 ans pour prévoir 10 000 ans? Jusqu'ici, ça n'est que théorique. You can make predictions with reasonable accuracy. In fact, with very, very good assurance. What we can't do is guarantee that these things are going to operate exactly the way we are planning. You can't guarantee it because you haven't proven, in fact, that you are able to do it over the past 10,000 years for obvious reasons. La science n'arrive toujours pas aujourd'hui, en 1985, à prédire les tremblements de terre. Pensons à Mexico. Et dans 5000 ans, les civilisations de l'époque comprendront-elles les avertissements que nous aurons laissés à la porte de nos dépotoirs? Nous avons bien pillé les pyramides d'Égypte avant de comprendre le sens des hiéroglyphes. Et si elles avaient servi à entreposer des déchets nucléaires? Plus près de nous, le docteur Charles Raté, géologue en chef de l'État du Vermont, est catégorique. Il ne fait pas confiance au granit, notamment à celui de l'Est des États-Unis. Je crois que le granit est trop friable. De plus, dans l'Est des États-Unis, cette roche retient beaucoup trop d'eau. Et l'eau est justement l'élément qui permettrait à toute fuite de radioactivité d'être transportée à la surface. Le département de l'énergie a décidé d'élargir ses critères et d'inclure aussi dans son programme la roche friable et humide dans un sol instable. Je crois qu'il prend des risques. Voici une carrière de granit du Vermont. Vous voyez derrière de grandes failles dans la structure et plus loin, vous pouvez voir l'eau qui coule. Toutes ces taches sur la roche sont dues à l'eau qui coule dans les fissures et dans la roche. Le Vermont semble toutefois, aux yeux de plusieurs, un endroit tout désigné. Peu peuplé, sans grandes industries, une roche cristalline en abondance. 9 sites sont à l'étude, dont 3 à quelques 50 km de la frontière canadienne. Depuis le printemps dernier, les Québécois de la région du lac Memphremagog et les résidents du Vermont ont violemment protesté contre l'idée d'un dépotoir chez eux. Ce sont même les protestations de ces citoyens qui ont alerté les autorités canadiennes, puisque depuis le début des recherches, il y a environ 2 ans, les Américains n'avaient pas jugé bon d'aviser le gouvernement canadien, ce qu'on n'a pas manqué de noter au Bureau des relations transfrontières avec les États-Unis. They admitted quite frankly in the first consultation, the consultation of the 11th of July, that they had not taken any Canadian-related considerations into account. They had not taken into account U.S. obligations to Canada. Mais depuis, les consultations et même les pressions vont bon train, à tel point que les Américains commencent à utiliser un langage nuancé, mais pour le moins imprécis. Lors d'une rencontre de spécialistes des 2 pays la semaine dernière, les Américains ont parlé d'abandonner les sites frontaliers adjacents qui nécessiteraient des échantillonnages ou des travaux de terrain au Canada. Assurance plutôt floue, selon M. Gooch. They would not be precise as to what they meant by the term adjacent to the border, and they would not either clearly rule out any particular site. Now, the reason that they wouldn't be specific on what they meant by adjacent is that they told us they could not be sure just which sites would require fieldwork in Canada. I have no
real reason to relax about that. I think we're still on the list, and that that process is underway, and we don't know the answer. So I'm not assuming that we're out of the running. Le gouverneur du Vermont, Mme Kunin, invoque 3 raisons pour refuser un site permanent d'enfouissement des déchets nucléaires sur son territoire. Le granit y est trop friable, on semble avoir trop de préjugés en faveur des régions rurales. Si c'est sans danger, pourquoi pas penser à Times Square à New York? Une dernière raison, la proximité du voisin québécois. The maps that the Department of Energy used in discussing this whole situation drew a real sharp line. The world stops at the American border, and there's just blank white space for Canada. Clearly, our groundwater doesn't know national boundaries and travels north, so that the complications of dealing on an international basis affecting another country, I think would also make Vermont a very poor site. La décision en est une américaine, bien sûr. Mais dans le cas des 3 sites qui longent la frontière du Québec, l'eau des rivières et des lacs de cette partie du Vermont s'écoule vers le nord, c'est-à-dire dans le lac Memphremagog au Québec. Or, cette étendue d'eau constitue le réservoir d'eau potable de toute la région de Sherbrooke. Et c'est ce qui a provoqué la colère et l'inquiétude des résidents des cantons de l'Est. Il y a 2 problèmes. Il y a le transport des déchets de partout aux États-Unis vers le site, soit par rail ou par camion. Il y a les accidents qui peuvent amener des déversements, comme on a vu avec les PCB, dans les eaux qui arrivent ici. Il y a également un site qui doit contenir des déchets hautement radioactifs, hautement toxiques, pour des périodes jusqu'à 10 000 ans. Et c'est la peur des infiltrations dans les eaux souterraines qui finissent par, encore une fois, nous arriver ici au lac Memphremagog. C'est ça qui nous fait peur. Si on regarde l'eau du lac Memphremagog, où est-ce qu'il va? Il va dans la rivière Magog, qui se jette dans la rivière Saint-François, qui se jette dans le fleuve Saint-Laurent, qui passe à côté de la ville de Québec, qui retire son eau potable. C'est un problème à ce moment-là, non pas local, régional, mais provincial et peut-être national. Il existe d'autres solutions auxquelles on a pensé. On pourrait par exemple catapulter le tout près du soleil à l'aide d'une fusée, mais les dangers d'explosion au sol sont beaucoup trop grands. On a aussi pensé à immerger les caissons dans la mer, mais on craint de contaminer l'océan. Reste le retraitement. C'est un procédé qui est utilisé par d'autres pays. Les États-Unis, eux, l'utilisent pour les déchets qui proviennent de la fabrication des armes nucléaires. Par ce procédé, on arrive à récupérer une grande partie du plutonium qu'on peut réutiliser pour fabriquer de l'énergie ou des bombes atomiques. Or, on craint qu'une trop grande quantité de plutonium se retrouve entre les mains de terroristes. De plus, ce procédé transforme les déchets en liquide hautement radioactif. Et jusqu'à maintenant, des milliers de gallons de ce liquide se sont retrouvés dans des sources d'eau potable. On fait donc face à un problème de taille dont on n'a pas évalué les conséquences il y a 40 ans, alors qu'on se félicitait de l'explosion de la première bombe atomique. Reste à savoir si l'on trouvera enfin le site parfait, sinon la méthode infaillible. Les plus optimistes diront qu'ils sont à quelques années de la réponse. D'autres croient que, comme pour certains problèmes mathématiques, il y a des questions qui resteront toujours